Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. En cette fin avril arrivent les légumes printaniers et nous allons nous intéresser plus particulièrement à une catégorie, une famille, les légumineuses. Il se gousse de tout, il se fait comprendre sans utiliser un ton sec. Il plante sa petite graine pour plus tard arborer le fruit de son travail. Bonjour Henri Alexandre. Ah, bonjour Michel, quelle belle présentation une fois de plus. 2-3 petits jeux de mots sur les légumineuses. Oui, je vois t'as ça. vu, Tu as du goût, sec, voilà. Maxime est absent, pour une fois il bosse. ça le change. Non, c'est un gros bosseur. Il est chez... chez Lily, voilà, il y a du taf. Cher Henri Alexandre, tu as contacté pour nous Zora Levaché, autrice du livre Chiche aux éditions Ulmer, que nous allons appeler tout à l'heure. Mais rappelons peut-être tout d'abord qu'est-ce que c'est les légumineuses. Alors c'est le fruit sec à l'intérieur des gousses de légumes. Alors je vais citer quand même les plus connus. Il y a les lentilles. Alors lentilles, toutes les couleurs, hein. On a la verte du puits, la blanche, la rouge, la noire, corail depuis quelques années. Les haricots secs, alors là, lingots, flageolets, tarbés, coco et compagnie. Azuki. Azuki, c'est quoi Azuki? Les petits haricots rouges assez petits qui servent... Oui. Tu sais, les Japonais font des pâtisseries très particulières avec de la pâte de haricots. Des pâtes de haricots rouges, c'est de l'haricot Azuki. C'est une variété... Tiens, en fin d'émission, je te ferai une petite variante, un petit dessert, mais pas japonais, justement, tu vas voir ça. J'ai peur. Oui, tu peux avoir peur. Les pois, alors pois chiches, pois cassés, qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, et celui qu'on oublie tout le temps, la cacahuète. La cacahuète est une légumineuse. C'est un fruit, alors, en plus c'est bien particulier, en plus ça pousse sous terre. Ça a l'air affligeant. Faut savoir que ça s'adapte à tous les climats. Enfin, on en parlera peut-être avec Zora. La cacahuète et le pois chiche, moi, mes racines du sud-ouest, voilà, ça pousse bien par là-bas. Les lentilles, il y en a un petit peu partout en France, même de la Normande. J'ai vu ça. T'aurais pu faire une présentation de moi en disant il a un pois chiche dans la tête et on le paye des cacahuètes, mais ça aurait pas été flatteur. Joli, c'est de la monnaie de singe, ça encore. Enfin voilà. Donc les légumineuses, c'est pas cher, c'est écolo. C'est bon surtout. Voilà. Et puis il y a pas que la saucisse lentille. Et ça rassasie bien. Moi j'aime bien, ça cale bien l'estomac, vu ma corpulence. Justement, je te propose qu'on appelle tout de suite Zora. Je pense qu'elle maîtrise quand même mieux le sujet que nous. Bonjour, nous sommes avec Zora Levaché. Bonjour Zora. Bonjour. Alors, pourquoi on vous appelle? Parce qu'on fait une émission spéciale légumineuse et vous avez écrit un livre qui s'appelle Chiche et qui parle de légumineuses. Tout à fait. Chiche, édité chez Ulmer. Et donc, quelle était l'idée principalement? C'était de réhabiliter les légumineuses? En fait, j'ai un restaurant qui s'appelle Sonate, qui se trouve dans le 9e arrondissement, qui propose une nourriture 100% végétale. Et donc là, on va fêter nos 10 ans cette année. L'idée est venue de mes clients qui, on change la carte tous les 3 mois, et mes clients m'ont dit Zora, tu proposes tous les 3 mois depuis 10 ans des recettes de légumineuses différentes. Est-ce que tu peux nous les proposer quelque part pour nous donner des idées? On ne sait pas les cuisiner, j'ai des pois chiches, je ne sais pas quoi en faire. Donc l'idée est venue comme ça. Moi j'ai parcouru, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais oui, effectivement, vous non seulement vous faites la promotion des légumineuses, mais aussi vous amenez leurs bienfaits nutritionnels. Parce qu'il faut savoir que c'est des protéines végétales qui peuvent facilement remplacer n'importe quelle protéine animale. En les combinant avec une céréale. Voilà. Vous avez quelques associations à nous proposer, justement, de légumineuses et céréales? Plein, parce qu'en fait, on s'inspire partout dans le monde. On a toujours associé légumineuses et céréales. En Amérique latine, le maïs
et le quinoa, le maïs, le riz. Plutôt Moyen-Orient, on est plutôt sur les lentilles, le riz. Au Maghreb, semoule, pois chiche. Donc l'idée, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il faut vraiment se faire plaisir. On peut associer les lentilles avec du maïs, enfin, on fait ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, d'ajouter des épices et d'essayer de s'éclater en les cuisinant. Et puis j'ai vu même très simplement, alors c'est un peu de temps de cuisson, mais comme disait mon maître et ami Rodolphe Paquin du repère de cartouches, on n'est pas obligé de rester devant le four pendant que ça cuit. Les pois chiches apéro qu'on enduit un peu d'huile d'olive, de différentes herbes, d'épices et qu'on laisse bien à plat sur une plaque pendant 2h30 à 100 degrés. Et ça remplace avantageusement les Pringles quand même, c'est un peu plus sain et peut-être même meilleur. Ah mais complètement, et puis surtout les personnaliser, vous pouvez rajouter des herbes, vous pouvez rajouter des épices, du piment pour ceux qui aiment le piment, il faut vraiment se faire plaisir. Ouais, moi aussi. Alors on peut faire des pois chiches et on peut faire d'autres petits légumes à l'apéro, d'autres petites légumineuses sèches comme ça. Ouais, ça passe aussi avec les haricots, ça passe avec les graines de lupin, avec les lentilles aussi. Oui, c'est très sympa. J'ai cru comprendre, d'après ce que je peux voir à droite à gauche, que par exemple, nos amis allemands sont beaucoup plus consommateurs, ils sont plus conscients des bienfaits, à tout niveau d'ailleurs, parce que Michel parlait des bienfaits nutritionnels, mais il y a aussi écologiques, parce que ce sont des plantes qui sont très peu gourmandes en eau, qui n'ont pas besoin de produits phyto, enfin en tout cas en France, parce qu'il y a une polémique dans d'autres contrées, on est moins respectueux, mais en tout cas en France, c'est des plantations qui ne sont pas gourmandes ni en eau ni en pesticides. C'est pas très cher, il faut dire les choses quand même, c'est assez abordable, c'est bon pour la santé, mais on est encore un petit peu, je crois, on en consomme en France pas tant que ça. Moi j'ai une idée, j'ai l'impression que les gens voient ça un peu comme long, pénible, le trempage. Alors on peut déjà dire que les versions conserve peuvent quand même être largement plébiscité. Des pois chiches en conserve, c'est pas grave, on n'est pas obligé de les acheter secs et de les tremper pendant je ne sais pas combien de temps. Je crois que c'est un peu ça qui fait partie des choses qui sont des freins, j'ai l'impression. Je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. C'est ça, et c'est pour ça que dans mon livre, je propose des recettes à partir de conserves et des recettes à partir de légumineuses sèches. C'est vrai que quand on les achète sèches, il faut les tremper, ça c'est vraiment nécessaire, obligatoire, et même si on peut le faire avec les lentilles, c'est bien. Et surtout, jeter le trempage qui est très mauvaise. Après, tout dépend de la texture qu'on veut. Si on veut faire un dalle, on peut faire un dalle de haricots, on peut faire un dalle de lentilles, ça on connaît. On peut très bien s'appuyer, partir d'une légumineuse en conserve, puisqu'on va avoir une texture très moelleuse, très fondante et un peu surcuit parfois, certes, mais ça ira très bien. Au mousse, en écrasé, ça passe. Par contre, si on va avoir un peu plus de croquant, vaut mieux maîtriser sa cuisson et donc les faire tremper la veille. Et puis, effectivement, les faire cuire, ça peut être 3/4 d'heure, 1 heure, voire un peu plus, en fonction de la taille de la légumineuse. Oui, et on peut utiliser un instrument que je trouve pas mal, qui a un peu disparu des cuisines domestiques et ménagères, qui est la cocotte minute, qui permet de raccourcir, à condition qu'elle vous saute pas dessus. Mais c'est vrai que la cocotte minute, je me souviens de ma grand-mère qui cuisinait ça. C'est 3/4 d'heure au lieu de 2 heures parfois, des cuissons, c'est pas mal. Attention de ne pas mettre beaucoup d'eau dans la cocotte minute quand on fait cuire des légumineuses, parce que l'eau aura tendance à jaillir. Et ça c'est pas terrible, mais effectivement. Et puis sinon, alors vous avez parlé de prix tout à l'heure, c'est important de dire que la légumineuse, quand on la fait tremper, on la fait cuire, elle va prendre 2 à 3 fois le volume de base. C'est-à-dire que quand on va acheter des lentilles bio à 6 € le kilo, faut se dire qu'à la fin on aura beaucoup plus que 1 kilo, on aura 2 ou 3 kilos au final, et ça c'est hyper intéressant. Ensuite oui, donc c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire 6 € le kilo si on a 3, mettons à la fin on a 3 kilos, une fois que c'est trempé, ça veut dire 6 € les 3 kilos, 2 € le kilo, et quand on a mangé 100 grammes de lentilles, on est bien, ça veut dire que c'est 20 centimes la portion. Si c'est 2 € le kilo, 100 grammes de lentilles, ça revient à 20 centimes. Donc on est dans des trucs pas chers, vraiment pas chers. Le compte est bon, Bertrand. On n'en parle pas assez, mais c'est exactement ça. Et puis surtout, on peut faire des quantités comme ça, c'est-à-dire obtenir 3 kilos, et puis ça se conserve très bien. On peut les conserver dans leur eau de cuisson, dans le frigo 3 jours, ou on peut même les congeler. Ouais, non, je vois pas de défaut entre les légumineuses. Mais Michel, tu voulais... ça m'étonne, parce que toi qui n'aimes pas les légumes, justement... Oui, un très bon rapport nutritionnel, parce que faut préciser que c'est très riche en vitamines, en minéraux, fer, magnésium, zinc. C'est vraiment un aliment exceptionnel. Henri l'a dit, au niveau écologique, c'est très très bien,
parce que ça consomme peu d'eau, et effectivement, je résume un petit peu tout ce qui a été dit. Ça enrichit naturellement les sols en azote aussi. Ça nécessite peu d'entretien, donc on peut les cultiver assez facilement. Et ça s'adapte quasiment à tous les climats aussi, hein. On retrouve les lentilles du Puy, mais il y a aussi les lentilles de Champagne. Lentillons, là, j'ai vu ça, j'ai découvert ça. Du Berry, ouais. Les lentillons de la Champagne, c'est ça. J'ai découvert ça en travaillant sur mon livre. Et en fait, donc c'est des lentilles qui sont cultivées près de Reims, qui ont un goût mais formidable, hein, légèrement sucré, elles ont une jolie couleur rosée et qui se mangent aussi bien en salade, en dalle, comme vous voulez, en beignet. Moi, je les avais proposés en beignet sucré dans mon livre. Donc, on a énormément et on en cultive aussi beaucoup dans le sud-ouest. Ça, c'est bien connu. Et en Italie, j'ai un ami qui ne vante que les mérites de la lentille de Castelluccio, visiblement, qui est une très belle lentille aussi. Enfin, il y en a plein de sortes différentes. Et c'est assez infini, les recettes, parce qu'on pense saucisse lentille, mais c'est vrai qu'on peut faire ça avec enfin, vous faites énormément de choses. Vous êtes un peu ça ne vous fait pas offense si vous êtes un peu une disciple d'Ottolenghi, c'est un peu cette lignée-là qui... Oui, c'est ça. J'avoue que quand j'ai ouvert mon restaurant en 2016, ma référence était Ottolenghi. Bien sûr. Et en ce qui concerne le végétal, en tout cas, et l'apport en épices, l'apport en cuisson, en texture de légumes, c'était ma référence. Maintenant, ça l'est pour beaucoup de restaurants, mais à l'époque, il commençait tout juste à être connu. Il n'était pas la star qu'il est aujourd'hui, oui. C'est ça. Et vous disiez, vous changez votre menu tous les 3 mois. Je pense que c'est pour des raisons de saisonnabilité. Saisonnalité, oui, tout à fait. Et j'ai parcouru un peu votre carte et aussi surtout les recettes, parce que 70 recettes quand même, c'est un bel ouvrage, très coloré en plus, j'ai beaucoup aimé les photos. Sont magnifiques. Ah ouais, les photos sont magnifiques. Franck Juéry. On n'est pas simplement sur le petit salé lentilles ou le couscous, on est vraiment sur des beignets, des tempura, des galettes, crêpes, plats chauds ou froids, donc même des salades, écrasés, purées, qu'est-ce que j'ai vu encore, des desserts et des boissons. Là, j'avoue que j'ai un petit peu bloqué. J'avoue que c'était framboise, lait de coco, fruits rouges, lait de coco et haricots, c'est ça? Moi, je suis bon élève, j'ai vu la dernière boisson chez Sonate, c'est haricots blancs, bananes et avoine, c'est ça? C'est celle que je propose actuellement dans mon restaurant, une boisson hyper protéinée pour ceux qui font du sport. Moi, je cours beaucoup. Et avec Michel, on fait du sport tout le temps. Non, nous, on roule. On se met sur le côté et on roule. Non, mais c'est pas mal. Non, mais on n'y pense pas. Mais c'est là, pareil. Donc, ça part de haricots en boîte, puisque la texture est parfaite. Je les rince. Et ensuite, je les mixe avec ce que je veux. Je rajoute un petit peu je l'ai passé dans mon livre, mais je peux rajouter un peu de purée de cacahuètes, un petit peu d'épices. Enfin, faut se faire plaisir. On a une texture hyper onctueuse, semblable à un smoothie, et mes clients en raffolent. Oui, puis après, on peut monter l'Everest avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème en termes d'apport énergétique avec des cacahuètes. Non, mais c'est vraiment très sympa. Donc, chiche, oser les légumineux, ça, on conseille. Il y avait aussi un premier livre qui était Sonate, qui était un livre. Vous êtes vraiment pure végétarienne dans votre restaurant, ou vous acceptez quand même un petit peu de poisson, de viande? Non. Alors, on est vraiment 100% végétal. On n'est pas plus que végétalien. Ah, vous êtes végétal. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de miel. On est sur du 100% végétal. Et l'idée, il n'y a pas ce côté militant, mais c'est vraiment comme un challenge. On va vous proposer aux clients une nourriture à base de plantes, mais gourmande et sexy, un peu comme ce que j'essaie de faire dans mon livre Chiche. C'est-à-dire que je vais utiliser les textures. C'est pas triste, c'est ça, voilà. Je vais leur faire oublier qu'il n'y a pas de viande en fait dans l'assiette. Non, mais ça, et par là, on va faire des tempuras, on va jouer avec les textures, le froid, le chaud, et leur faire découvrir des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, ou alors ils en gardent pas un bon souvenir, des légumes qu'ils ont mangés à la cantine autrefois, chaud Bruxelles, ou betteraves, ou même les épinards, beaucoup n'aiment pas, et de les faire pimper et les rendre sexy dans mes recettes. Et gourmand, parce que c'est vrai que moi je suis pas végétarien ni végétalien, mais je déteste le vegan bashing, ça m'insupporte, parce que je trouve que c'est plutôt c'est plutôt le bon sens. Je suis quelqu'un, j'ai pas parlé de ça, mais politiquement très à gauche, donc je serais plus cohérent avec mes valeurs en étant vegan, mais toujours est-il que je trouve que c'est vrai qu'il y a encore du boulot pour rendre ça
sexy, si j'ose dire, attractif, et pas se dire c'est de la cuisine tristoune, où on va avoir faim après, où c'est pas gourmand, où on s'emmerde, où c'est punitif. Le végétarien, ça commence, et tant mieux, à être beaucoup plus accepté. Le vegan, alors j'entends, végétarien, ok, mais alors végétalien, non, ça c'est vraiment pas possible si j'ai pas d'œufs et de fromage. Et on voit qu'en fait, en étant purement végétal, on peut quand même être très gourmand. Alors, vous allez jusqu'à interdire la figue, qui est, je crois, un endroit où les gars viennent. Non, pas la figue. Alors, pas la figue. Moi, j'adore ça. C'est mon fruit préféré. Par contre, pour certains restaurants, la truffe. Alors, moi, j'en mets pas parce qu'on est sur des prix très très bas. Mais pour beaucoup de restaurants végétaliens, la truffe, ça utilise des animaux. Oui. Pour les chiens ou les cochons, selon les cas. Et donc, la truffe est un végétal, mais qui est banni pour si on est vraiment un peu puriste. On est d'accord. Dernière question pour moi, peut-être Michel aura autre chose. J'avais une question un peu enfin pas hors sujet non, mais je vais vous demander ce que vous pensiez des chaînes type, on en cite 3 peut-être, alors que je crois que c'est 3, Quick, Burger King, McDonald's, qui font des options maintenant végétales. Alors je sais pas si c'est lien ou rien dans les burgers poulets qui deviennent rien. Végétarien. Est-ce que c'est quand même je vais pas dire comme Jean-Pierre Coff à l'époque, c'est de la merde. Voilà, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que c'est une arnaque? Qu'est-ce que vous en pensez, ça, vous avez une idée? Moi j'en ai goûté, franchement je sais pas été, ça m'a pas waouh, c'est pas fou. Maintenant je sais pas ce qu'ils mettent dans leur steak, c'est ça m'embête encore plus. On n'a pas accès aux renseignements là-dessus. Ah, si, sur le site internet des grandes chaînes, tu dois retrouver tous les composants. Il me semble, et c'est digne d'un film d'horreur. D'accord. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ah oui, non, j'ai une dernière vraie question. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche d'Alain Passard, qui est radicale justement sur le légume, et qui a quand même 3 étoiles Michelin? Moi, je trouve que on pense qu'on en veut, mais ça me fascine pas mal quand je vois ce qu'il fait dans son restaurant, et qui justement, il n'y a pas de produit qui coûte une blinde, et avec un céleri, un poireau, un kiwi, on fait des assiettes très très travaillées. Ça vous inspire, ça vous parle? Complètement. J'ai vraiment très envie d'aller tester sa cuisine, et j'en suis fière parce que du coup, il nous représente quelque part, puisque c'est la personne la plus, il est étoilé et puis il est connu, très médiatique, et vraiment ça appuie et ça rajoute un argument à notre démarche à la cause, environnementale, et bien sûr. D'accord. Bon, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, juste, je pense que le fait de végétal, je pense que c'est psychologique, parce que quand on va rue des Rosiers pour manger une pita, elle est 100% végétale, quand il n'y a pas d'œuf dedans, et à aucun moment on s'est dit tiens, il n'y a pas de viande, ça me gêne, je vais pas la manger parce qu'il n'y a pas de viande. Pareil pour un dalle de lentilles indien, accompagné de riz, de légumes. Donc je pense que c'est vraiment psychologique. Vous avez raison. Moi je le mets pas en avant dans mon restaurant. Il y a aucun moment il y a écrit végétalien, végétal, vegan ou quoi que ce soit. Les gens le découvrent et on a plus de 180 clients par jour qui sont super contents. Combien vous avez? 180. Un peu. Le midi seulement. Le midi seulement. Puisqu'on est fermé le soir, et les gens ne se posent pas la question, ils ont bien mangé, ils sont rassasiés, il n'y a pas de fringales, on n'a pas parlé de ça par rapport aux légumineuses, mais c'est important aussi, ça évite les fringales, puisque c'est rassasiant, donc c'est gourmand. C'est vrai, il y a une dimension psychologique, parce que moi j'adore, je passe le bonjour à mon ami Ayman du restaurant Le Sgortiot au Havre, qui est sans doute mon adresse préférée, et bien quand on mange moi je suis fou du hummus, mais que de pois chiches, pas de variation, et puis surtout avec un grain très soyeux, tamisé, j'aime pas quand il y a ces grummeleux tracteurs, ça me plaît pas, mais le hummus quand c'est très fin, très soyeux, j'adore ça. Ah non, les écrasés de pois chiches, ça vous m'en ferez pas manger, mais le hummus très soyeux, très fin, le labneh, non ça compte pas, mais le moutabal ou le baba ganoush, l'aubergine, c'est végétalien aussi, c'est gourmand, c'est bon. Mais le labneh, moi je le fais végétal, le labneh à base de yaourt de soja, et ça marche. Un labneh glacé, et c'est super bon. Et si vous me le faites goûter à l'aveugle, je vais peut-être dire que je vais pas voir la différence. C'est possible. En tout cas, on rappelle donc chiche. Je passe la main. Merci. Donc chiche aux éditions Ulmer. C'est bien, vous n'êtes pas chez Gras. Non, moi, j'arrête. Voilà, de Zora Le Vacher. Et le restaurant. Et le restaurant Sonate à Paris, à quelle adresse?
Paris 9e, 5 rue Bourdaloue, juste à la sortie du métro Notre-Dame de Lorette. Et voilà. Et allez sur Instagram, il y a la page du restaurant qui est très 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 bien. Faut faire une tarte Bourdaloue végane, végétale, hein, rue Bourdaloue. Non, j'y ai pensé, hein, mais c'est jouable. Mais c'est vrai qu'elle a été créée dans notre rue, effectivement. Oui, exactement. Merci Zora. Merci Zora. Merci à vous. Bon après-midi. À très bientôt. Je viendrai vous voir au resto. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sacré petit bout de femme, hein. Elle a du peps, elle est énergique et puis elle connaît bien le sujet. Alors on n'a pas parlé pendant l'interview, c'est une reconvertie, hein, Zora. En 2016, elle était architecte et elle s'est dit, j'en ai marre de faire des plans. Et elle a fait son CAP et puis elle a vraiment, elle s'est mise dans on en parlait de cette lignée un peu de Ottolenghi, c'est-à-dire un chef qui est plutôt dans le végétal et dans les cuisines un peu moyen-orientales. Et elle fait une fusion. J'aime pas ce mot, moi, mais il faut regarder un peu Sonate. La page Instagram du restaurant, c'est en 2 mots. Voilà, qui a été créée en 2016. Voilà, et là, je pense qu'on peut se régaler dans le 9e. Si vous allez à Paris, n'hésitez pas à lui rendre visite. Si vous n'êtes pas scotché à votre entrecôte frites, comme certains esprits obtus, on peut se régaler autrement, bien sûr. Alors, je vais essayer d'appâter un petit peu tout le monde. J'ai quand même été piocher quelques recettes à elle dans son livre. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Alors moi, j'ai la soupe de lentilles au popcorn. J'ai trouvé ça pas rigolo. Mal, ça. Alors je dégrossis vraiment, mais donc c'est de l'huile d'olive, de l'ail haché, de la graine de cumin, oignon jaune, gingembre. Ça c'est génial pour mettre du peps. Céleri branche, petite carotte coupée en petits morceaux. Petit marron coupé en petits morceaux aussi, de la lentille corail rincée et égouttée, petite fleur de sel forcément, et les popcorn, grains de maïs popcorn, huile d'olive, ail coupé brunoise, garam masala, donc là on est vraiment sur les épices indiennes, graines de cumin, noisettes torréfiées, piment en poudre, et en gros on fait une soupe de lentilles, donc avec la première partie. Voilà, un petit velouté, bien mixé, bien lisse, tamisé comme tu disais pendant l'interview pour le houmous. Et ensuite, on dépose ce petit popcorn aux épices, donc voilà, qui claque, et les petites noisettes torréfiées. Ouais, je trouvais que c'était très appétissant à lire. Encore 2 autres recettes que j'ai trouvé vraiment. Une tablette de chocolat au pois chiche croustillant. Donc amener le pois chiche en sucré, j'ai trouvé ça franchement sympa. La place des noisettes, c'est bien. Sympa. Et t'en parlais dans l'interview, donc cuire vraiment les pois chiches, tes pois chiches apéro que tu parlais tout à l'heure, donc t'as donné exactement la recette, 1 heure à 160, voilà, huile d'olive, et fleur de sel. Pourquoi ? Parce que la fleur de sel va peps le chocolat noir, et après on fait juste une petite tablette de chocolat, on fait fondre son chocolat, on choisit son taux de cacao, hein. Moi j'irais sur un 55% par exemple. Et après, tu incorpores tes pois chiches, tu coules ta petite tablette, et quand tu croques, au lieu d'avoir cette noisette, c'est sympa. Je trouve que ça, c'est rigolo. Les boissons, on en a parlé, hein, donc il y a lait de coco, haricots, alors c'est des haricots rouges, hein, tout simplement, framboise, sirop d'érable, et en gros on met tout dans le mixeur, hein, et puis c'est un smoothie. Alors faut pas avoir peur, parce que smoothie, quand on dit ça, je pense qu'il y a des auditrices qui doivent se dire c'est bizarre. En fait, des haricots rouges que vous rincez, si vous mélangez au lait de coco, aux framboises, etc., vous avez surtout la framboise et les goûts sucrés qui vont s'imposer. Par contre, ça donne du corps et de la protéine, hein. C'est plutôt des boissons de sportifs. Moi, tu me sers premièrement, tu me sers pas ça pas à l'apéro, Michel, hein, pitié. Non, mais au lieu de prendre des poudres composées d'insectes, de verre de farine, là, en protéines en poudre, on mixe des haricots avec la protéine des végétale, et pour les sportifs, je trouve ça franchement topissime. On salue nos amis sportifs, mais de loin, bien sûr. Voilà, parce qu'on ne participera pas. Vous nous connaissez. J'ai peur que ça soit contagieux, donc on se tient à l'abri de ces gens-là, mais on les salue quand même et on les aime beaucoup. Ils font le sport pour nous à la place. Voilà. Donc c'est bien. Quoi d'autre, Michel ? Coach, je vais te proposer, on va se faire une petite pause, on va s'écouter un peu de musique avec Never Enough de The Butt Shakers. T'as vu, j'ai travaillé mon anglais sur West Track Radio.
Voilà, ouais, très funk, sympa, ouais. Bad Shakers, les remueurs de fessiers, donc il faut que ça bouge. Hein. Non, mais ça aurait pu être autrement, mais ouais, voilà. Et dans cet esprit un peu saxon, un petit smooth. Parce que Henri nous a découvert un petit produit assez fantastique. Allez, décris-nous, qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air... Alors, j'ai été... c'est l'intérêt quand même de... C'est Made in France, déjà, on va préciser. C'est Made in France. J'ai été un peu interpellé par une vidéo que j'ai vue, un petit short, comme tu sais, quand t'as été influencé. J'ai été influencé. Ce sont des... c'est français, comme tu le disais. Ce sont des mousses de liqueur. Alors, il y a toute une gamme. Là, on nous a gentiment, pour goûter, envoyé celle au Calvados. Donc, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, on est en Normandie. Mousse de Calvados. Mousse de rhum ambré, et on a même, alors ça on va déguster ça peut-être en premier, la mousse de chartreuse verte. Alors ce sont faut imaginer des petits, comment on appelle ça, Tu sais, ça ressemble aux bombes pour le chocolat, le fromage fondu américain, là, c'était le truc dégueulasse. Ça ressemble à ces petites bonbonnes là. Ça fait combien de millilitres ça fait 120 millilitres. La mousse shampoing dans les salons de coiffure aussi. Éviter pour le rasage. Hein. Ouais. C'est très joli en tout cas, je pense qu'on verra le visuel sur la page Gastronomiquement Vôtre. C'est joli, ça fait 16 degrés d'alcool tout de même, faut pas trop jouer avec modération. Et alors ce qui est intéressant, c'est sans lactose vegan, donc ça c'est bien. Et puis il y a plein de recettes. Alors j'ai regardé un peu shooters. On peut faire des shooters par exemple le black tea, vodka vanille, liqueur café, mousse de whisky et déco grain de café. On peut faire des cafés façon Irish. Alors vous faites le café, le chocolat Mont Blanc par exemple, chocolat chaud, liqueur de noisette et mousse de génépi. Le Green Show, le fameux Green Show que j'adore, salut à toi mon ami Quentin du Black Café parce qu'il m'en sert, c'est chocolat chaud chartreuse, mais pourquoi pas rajouter la mousse chartreuse, hein, soyons fous. Et puis en cuisine aussi, t'as dû regarder ça, avec des gravlax de saumon, avec des Saint-Jacques poêlés, avec du sucré, on peut faire un fondant chocolat avec une mousse rhum, enfin c'est marrant parce qu'on peut s'en servir en cuisine, on peut s'en servir à l'apéro, avec le café, ça rajoute un petit verre, une petite tartine pour booster, le foie gras, moi j'avais vu foie gras, pommes des Charentes et la petite mousse Calvados, ouais, c'est... Au cognac, ouais, c'est ça. Entrecôte grillée, mousse de whisky, là, j'irais pas, moi, mais pourquoi pas, c'est marrant. Mais si, une petite entrecôte au poivre, tu flambes et tu finis avec la petite mousse. Ça évite la noisette de beurre moche. Voilà, donc ouais, 8 saveurs sur leur site internet. Alors Smooth, S-M-O-O-S. Ouais. 8 saveurs. On a cognac, rhum ambré, comme tu le disais, génépi, poire Williams, chartreuse, calvados, gin et whisky. Alors, faut compter 12 € la petite bonbonne. C'est un petit peu moins cher que 12 €. Après, il y a les frais de port et ainsi de suite. Et c'est des petites bonbonnes de 350 millilitres, si je me rappelle. On a eu les échantillons, mais oui, c'est 350 dans le mois. Alors, intéressant, parce que je regarde les compositions. Donc, on a dit fait en France, mais c'est surtout aussi, pas d'ingrédients bizarres. Hein. La composition pour la chartreuse, liqueur de chartreuse verte, pectine, émulsifiant et du gaz. C'est tout. Donc, on a le produit et on a ensuite de quoi en faire une mousse. Pareil pour le... C'est du proto ? Non. Et puis Calvados, c'est pareil. Enfin, donc c'est vraiment bien. On a goûté. C'est bon. On sent bien l'alcool, mais en même temps, c'est onctueux. Enfin, c'est marrant comme tout. Voilà, ça tapisse la bouche. Moi, je trouve que c'est pas mal ça. Justement, c'est le côté mousse, ça. Voilà, ça amplifie. Et je trouve qu'on peut faire mumuse avec, je sais pas, dans un restaurant, au moment du café, on vient à table, on met sur les shooters, oui, il y a un truc à faire. Un truc à faire. Hein. On photographe de smooth. Donc c'est français, bravo Cocorico pour une fois. Original, joli. Exactement, joli. Et vous avez toutes les informations sur Smooth. Donc tu as dit l'orthographe SM2OS _du6 Spirits. Comme le mot anglais malheureusement pour l'alcool, mais c'est plus simple. Spirits. C'est vendeur. Ouais, spirits.com, smooth-spirits.com et smooth-spirits sur Instagram. Donc les mousses d'alcool avec modération, mais bravo, et c'est rigolo et marrant et bon surtout aussi. Ouais. Merci Henri. Et t'avais un petit coup de gueule. Alors revenons à nos haricots. Il fallait que je la place quand même celle-là. Revenons à nos moutons. Revenons à notre haricot de mouton. Oh là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Les lentilles canadiennes, t'en as parlé un tout petit peu dans l'intro. Qu'est-ce que t'as contre les lentilles canadiennes ? Eh bien, le problème, c'est que avec les accords CETA, on importe beaucoup de choses, notamment des lentilles, et que les
réglementations au Canada ne sont pas les mêmes que chez nous. Ils sont beaucoup plus laxistes sur notamment les produits phyto, les pesticides, le glyphosate, et que donc on a des taux de pesticides dans les échantillons qui ont été analysés, qui viennent du Canada, pas tous, hein, mais majoritairement quand même, qui sont très très au-dessus des normes et des normes sanitaires et de ce qui est autorisé chez nous. Donc encore une fois, pourquoi est-ce qu'on interdit des choses chez nous si c'est pour faire venir des produits qui ont... C'est ça que je ne comprends pas. Voilà, Alors, j'ai peut-être l'explication. Parce qu'au Canada, ils ont un problème de saisonnabilité. Ils font pousser les lentilles, mais ils n'ont pas le temps. Normalement, en France, on laisse pourrir au sol, on ramasse et on récupère que la lentille. Que eux, il fait toujours trop froid et trop humide. Ils font de la dessiccation chimique. Voilà, ils balancent du produit, du désherbant dessus et on se retrouve avec des lentilles contaminées par du désherbant. Non, mais que ça soit, si tu veux, pour dire, alors dans ce cas-là, il ne faut pas cultiver de lentilles, que ça soit nécessaire parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas le climat qu'il faut pour, je veux bien entendre, mais qu'on importe ces produits alors que chez nous, on n'a pas le droit de le faire, ça me... Voilà. Alors, je pense que les lentilles françaises, c'est bon. C'est bien. C'est bien. On a des lentilles du Berry, on a les lentilles du Puy, on en a parlé, on a d'autres lentilles, on a les lentillons champenois dont parlait Zora qui sont rares. Nous, on a appris ça tous les deux. Visiblement, encore une variété qui sont un peu rosés, visiblement d'ailleurs. Donc, pourquoi pas un accord avec un champagne rosé, hein. Tu sais que je suis pas fan des accords, mais si je suis en Champagne, je vais plutôt boire du champagne avec des petites lentilles, c'est original. Les cures au champagne. Un champagne éventé. Voilà. Je sais que ça arrive jamais chez toi, non, mais... Chez moi, il n'y a pas d'alcool éventé, monsieur. Ça n'arrive pas. On gâche pas. Si, en plus, on a parfois des fonds de bouteille. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que pour faire un petit sabayon de champagne avec des lentillons de champagne cuits un peu croquants, pourquoi pas, on peut s'amuser. Donc, privilégier les lentilles françaises qui sont beaucoup plus saines, qui sont naturelles, qui sont sans produits phyto, et éviter d'acheter des lentilles canadiennes qui sont souvent un peu blindées de glyphosate, et c'est pas terrible, quoi. Ah ouais, non, mais c'est de la merde, faut le dire. Ouais. Autre chose, moi je reviens justement aussi un peu dans l'esprit de Zora, une recette de dessert. Connais-tu le Mont Blanc? Alors, pas la crème dessert industrielle. Non, le Mont Blanc, un de mes desserts... Attention, oui. Là, je suis à 2 doigts de quitter le studio. Vous allez assister peut-être au premier clash Vas-y, c'est que j'adore le Mont Blanc. C'est avec la purée ou la crème de marron, voilà, et une douille infernale, tu dois connaître ça pour faire la vermicelle. Ah, voilà, vermicelle, c'est ce qu'on appelle ou en général, tu t'éclates les bras et ça sort et ça éclate la douille aussi parce que c'est ce qu'on appelle... faut détendre un peu la crème de marron, c'est ce que je triche moi. Et alors ça fait c'était le traiteur Angelina à Paris qui en avait fait une spécialité, ça fait des espèces de vermicelles de crème de marron, c'est absolument divin, et on met, ça c'est Maxime qui me l'avait rappelé l'autre fois, c'est de la myrtille, je crois qu'on met aussi dans le Mont Blanc traditionnel. Alors, ça dépend de la région de Savoie. C'est ça le... Mais j'adore le Mont Blanc, comme le tiramisu, ça fait partie de mon top 3 des desserts. Donc là, si tu me fais une version... Je sens que ça va mal partir. Tu vas mettre quoi à la place? Des haricots? Ouais, justement. À la place de la crème de marron, on va mettre du haricot tarbé. Pourquoi t'étais ok avec Zora, il était pas ok avec moi, mais bon, non, pourquoi pas, écoute, un petit peu... Il y a quand même de la châtaigne ou t'as tout envie? Non, il y a zéro châtaigne. Zéro châtaigne. Zéro châtaigne, mais tu vas en avoir une peut-être. Bon, allez, pour la base, la meringue, c'est pas très compliqué, je vais vous donner ma version de meringue sèche, ultra facile. Ça fait peur aux gens les meringues aussi, hein. Tu pèses tes blancs d'œufs, on va dire 100 grammes de blancs d'œufs. Pour 100 grammes de blancs d'œufs, donc il va te falloir 200 grammes de sucre. Déjà, ça part mal. 100 grammes de blancs d'œufs, moi je comprends pas. Ça veut dire combien d'œufs? Non, 2 à peu près, 2-3. Ça dépend de la taille de tes œufs. C'est pour ça que je pèse, monsieur. Ça dépend de la taille des œufs. Donc, pour 100 grammes de blancs d'œufs, il va te falloir 200 grammes de sucre. Semoule, tout simplement. Ou alors, si tu vas assurer le coup, sucre glace, pour éviter les inconvénients des grumeaux et... en plus, il paraît qu'au Havre, on a pas mal de sucre glace qui arrive au port. Oui, c'était une bande dessinée de Tintin, ça, Doc, je sais plus quoi. Enfin bref, Tu montes tes blancs avec 50 grammes de sucre glace. Une fois que tes blancs sont bien montés, t'incorpores, toujours au batteur, faut pas se prendre trop la tête, les 150 grammes de reste de sucre glace. Là, t'as ta base de meringue, pas de sucre cuit, pas de prise de tête, tu vois, c'est vraiment hyper simple. Là, t'as ta base meringue, sur une plaque à pâtisserie avec une petite feuille de cuisson, tu fais tes petites meringues en forme de nid,
parce que ça claque quand même plus pour faire un Mont Blanc. Alors, comment on fait en forme de nid ? Alors, tu fais une petite spirale et vers la fin, tu remontes d'un petit cran pour faire un petit rebord autour. Ça fait une coque ? Ouais, voilà, ça fait une petite coque. Hop, et tu cuis ça 1 heure, 1 heure et demie à 120 degrés, tout doucement. Et même éteindre le four et laisser les meringues dedans, comme ça, elles vont continuer de sécher. Parce qu'en fait, on parle de faire sécher les meringues et pas les cuire. Et on n'ouvre pas pendant la cuisson. Ah, surtout pas. C'est comme les macarons, si vous ouvrez ça. C'est exactement. Et surtout, après, c'est surtout faire notre sorte de purée et notre crème fouettée. Donc, on va mettre nos haricots tarbés à tremper dans l'eau la veille. C'est bien, 12 heures au frigo, c'est pas mal. Ensuite, on va les égoutter. On va les cuire pendant 1 heure dans de l'eau non salée, parce qu'on est quand même sur quelque chose de sucré. Afin d'obtenir un sirop, on va porter à ébullition de l'eau avec du sucre, une gousse de vanille fondue, des épices, 4 épices, parce qu'on va aller quand même chercher quelque chose d'assez rigolo. On va ajouter les haricots tarbés dans le sirop. On va laisser cuire 20 minutes de plus. C'est pour ça que ma cuisson était un peu courte sur mes haricots tarbés. On a le droit de mettre du rhum dans le sirop aussi. Si tu veux, oui, du Genépi par exemple aussi, ça pourrait être plus sympa, parce que pour rester dans le thème Savoie, ou de l'Armagnac pour rejoindre les tarbés du sud-ouest, ça pourrait être cool. On mixe tout ça, on refroidit. Ensuite, on monte notre crème fouettée, c'est-à-dire avec de la crème, au batteur, crème liquide. Alors, mettez tout au frigo, même le bol, ça monte plus facilement. Et même si vous avez la place, si vous avez des congélateurs suffisamment grands, mettez le bol au congélo, c'est pas mal ça. Voilà. C'est bien froid, ça monte bien. Ensuite, on c'est prend le contraire de... On prend notre purée de haricots, on la divise en deux. Une moitié qu'on va incorporer à notre crème fouettée. Ensuite, hop, on va faire notre montage. Donc, on prend notre petite meringue. Dessus, on pose notre purée brute de tarbé épicé, sucré. Et dessus, on monte notre crème fouettée et tu peux remettre un petit coup façon vermicelle de purée de tarbé. Ouais. Pour la purée... passez au tamis si vous pouvez, comme ça, comme pour ta purée de mousse, pour avoir quelque chose de bien lisse et surtout qui passe très facilement à la poche à douille. Voilà, et puis même en consistant, je pense que c'est mieux, ouais. Bon, enfin, moi, au milieu de la recette, je suis déjà dans le taxi du retour. Je te dis, tu m'as perdu là, mais bon, écoute, non, je goûterai. Quand ça vient de moi, je sais bien, t'es toujours récalcitrant. Non, mais en plus, je plaisante parce que ça peut être très sympa. Et t'as dit ce qui était important, Michel, évidemment, tu l'as bien précisé. Il faut quand même que le sirop vanille, alors on dit rhum, Genépi, ce qu'on veut, mais qu'il y ait des éléments sucrés. Parce que dans ce cas-là, le haricot devient un peu une base sur laquelle les saveurs sucrées vont se fixer, quoi. Parce que c'est une consistance qui est intéressante, mais le goût, il faut quand même faut aller le chercher. C'est ça. Pourquoi pas de la... Et aussi, ça reste quand même un haricot blanc, le tarbé. Même si... Vanille, fève de tonka, moi j'adore ça aussi. Par exemple, pourquoi pas ça pourrait être pas mal, sur le dessus, Ouais, j'aime beaucoup. Je suis pas que con, t'as vu. Ou fève de cacao concassé, caramélé, du gruet. Alors ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien ça. Un peu croquant, c'est sympa. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très doux, voluptueux. Gruet de cacao, ça serait pas mal, ça. Un peu crunchy comme ça. Riz soufflé, je sais pas, il y a des trucs à faire. On n'a pas parlé du riz soufflé, c'est bon. C'est pas une légumineuse. Non, c'est pas une légumineuse, mais il faut une céréale avec le riz, avec le légumineuse. En fait, c'est ce qu'il faut, c'est que les protéines, on en parlait, c'est riche en protéines, les légumineuses, mais c'est des protéines incomplètes, donc il faut les associer avec des céréales. C'est pour ça que, par exemple, on a souvent des plats en Inde, riz basmati avec des lentilles dedans. Et je trouve ça, c'est sympa, riz et lentilles en même temps. C'est ça. C'est bon. Moi, j'aime beaucoup. Je pense toujours au samosa. Moi, quand on parle de cuisine végétarienne, voire même végétalienne, pour moi, les samosas, c'est pas le samosa de bœuf, c'est pas le samosa de poulet, c'est le samosa aux lentilles. Voilà, avec un bon curry masala dessus, rouge, vert, le truc qui... et t'as ces textures qui sont franchement sympas. Sinon, dans le coin, j'ai vu... alors je suis un amoureux de Asian Kitchen au Havre, et ils viennent d'ouvrir un nouveau restaurant, Brother Kitchen. Ouais, j'ai vu ça, cuisine pour sportifs aussi.
Ah, j'ai pas vu. Si, c'est vraiment, c'est axé sur la cuisine healthy, celle qui fait du bien au corps et qui est. Alors c'est vraiment un peu. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir votre licence de handball pour entrer dans le restaurant, mais c'est plutôt à destination des sportifs, en tout cas de ceux qui font attention à leur santé. C'est tout à fait louable. Moi, je pense toujours à Bernard Loiseau, c'est cette vidéo un peu virale où il dit qu'on servait le Beaujolais en fraîcheur tout au long du repas avec le Chambertin, et puis que les gens se demandaient pas si c'était trop gras, trop sucré, trop salé. C'est à la place de l'eau, lui. Voilà, et on se faisait plaisir. Et puis on disait pas, Monsieur Loiseau, c'est trop gras, c'est trop sucré. Donc j'aime bien aussi cette époque, mais il y avait plus de mortalité par accident cardiovasculaire, donc c'est pas non plus complètement con de faire attention. Donc en tout cas, c'est original, et puis c'est sympa de faire un restaurant vraiment un peu pour les sportifs. C'est bien qu'ils aient des lieux pour eux, ces gens-là, en fait. Effectivement. Des saloperies. Mais bravo, Brothers Kitchen, c'est où? C'est en face de l'église, à Saint-François. Voilà. Brothers Kitchen. Brothers Kitchen. Aussi parce que j'ai toujours dit qu'au Havre, qui était une sorte de cul-de-sac, un cul-de-sac, et du coup on retrouve un petit peu toutes les cuisines du monde. Je vais leur faire un petit coup de pub parce que c'est un truc, c'est de la cuisine salsa, ça va te plaire. C'est j'ai plus le nom, la cabane à sucre, je crois, quartier Saint-François aussi. Non, la cabane maltais. La cabane maltais, merci monsieur de rectifier. Voilà, spécialité québécoise. Donc la poutine, voilà, et surtout, il y a pas très. Alors, on a aussi le bar Le Vancouver, qui fait les bières québécoises, canadiennes, le sortilège, une liqueur au sirop d'érable, etc. Et je trouve que c'est un bon complément parce qu'un petit peu plus loin, quartier Saint-François, on traverse le bassin et on se retrouve quartier Saint-François. Et là, on a la cabane maltais avec les poutines. Ouais. Alors poutine, c'est un gratin de frites. Ouais. Avec ce qu'on appelle le fromage squitch. Oui, qui est un fromage sans goût qu'ils font là-dessus avec du grévi industriel. Si vous avez un Doberman, en général, c'est parfait. Vous lui donnez ça, il remet la queue. J'adore ça, moi. Et j'adore, ils font des variantes. J'en ai pas vu au camembert. Je dis des bêtises. Non, mais c'est de la cuisine pour bûcheron, on n'est pas dans le... Mais c'est marrant. Mais quand il fait un peu frais, en hiver, et même, soirée d'été où il fait un peu froid, tu prends ta poutine à emporter. C'est sûr que 35 degrés à l'ombre, une poutine, on est bien. Tu me diras, moi je mange du cassoulet en été. La cabane maltais, il n'y a pas que des poutines, il y a d'autres choses. J'ai vu d'autres trucs, et c'est sympa. Ils font des trucs. Il y a des bières de là-bas, il y a des alcools de là-bas, et puis il y a un des trucs du Canada qui règne en maître, c'est le sirop d'érable. Ah oui, et partout, un pancake. Et pas de lapin. Voilà, sirop d'érable de lapin, vous l'avez. Non mais c'est bien la cabane maltais. Oui, alors eux aussi, c'est le côté Lucciola, Lucciola 2.0. Voilà. Qu'on salue. Tu me disais hors antenne, les restaurants, c'est compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de restaurants. Il faut y aller. J'ai vu Eric aussi à la Bresse Gourmande qui dit que il est dans la panade aussi. Principalement pour notre ville du Havre, les travaux qui empêchent le stationnement, il y a un peu de réticence. Il y a aussi le boom de la plage qui attire la clientèle. À un moment, on pourrait parler du scandale du prix des moules à l'heure actuelle. Alors, ce n'est pas à cause des producteurs, je tiens à le préciser. J'ai pas été gratté plus que ça, mais c'est pas à cause des producteurs de moules. Surtout que là, on est sur de la moule de Bouchot, parce que je vous le rappelle, la saison des moules, c'est en septembre. Donc là, vous allez être sur... Si vous voulez des moules françaises, ça va être de la moule de Bouchot, donc toute petite, très charnue. Et sinon, il faut prendre de la moule qui vient de Norvège, plus au nord, beaucoup de mer du Nord. Là, on aura des belles moules avec du moelleux. Moi, j'aime la moule hollandaise, là. Hollandaise, qui est très charnue. Alors, on dit que ça a moins de goût, mais j'aime bien que là, en été, il faut aller sur la moule hollandaise et casser cet a priori du 100% français. Et au mois de septembre, là, vous tapez sur les moules françaises. Et là, on a vraiment des beaux produits. Tiens, vas-y, je te fais une question un peu. Tu te souviens quand on pose des politiques, combien ça coûte Notre amie Sarah Knafo, je dis notre amie, c'est pas notre amie. Elle avait dit qu'un pass Navigo, c'était 92 balles par an. Mais bon, c'est des gens qui prennent pas le métro. Ils aiment les pauvres, mais de loin. Bref, donc combien tu payerais, toi, un vrai prix pour un plat de moules frites? Pour toi, c'est quoi? En tant que client, tu viens quelque part, on te sert un moule frites à 20 balles, tu tiques? Ah oui, je tique. Ou alors, il y a quelques produits d'exception. Là, il me faut du safran, des petits légumes taillés. Donc c'est une version gastro. Mais la moule frite populo avec la pinte de bière, c'est combien? 10, 12 balles, grand max, quoi. 10 balles, ça se voit plus, frites, ça. Non, ça se voit plus parce que
c'est la crise, mon bon monsieur, c'est la crise. Non, mais ouais, c'est affligeant. Voilà. On avait des moules frites à 10 balles, ça remonte. Et des fois à volonté. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi le prix moyen? C'est 16 Là, ouais, on grappe à 16, 17, 18. Ouais, c'est affolant, quoi. C'est trop cher C'est trop cher. Je vais pas me vanter, mais chez moi, c'est une formule. Hein. Même si les frites sont belles, attention, amateurs de contrepétrie, vous l'avez, les frites sont belles. Oui. Voilà. On va finir. Ne me laisse pas finir là-dessus, s'il te plaît. Bon, on va conclure, alors. Tu vois, je continue, moi. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Excusez-moi, pardon. Retrouvez le podcast de cette émission sur toutes les plateformes, sur toutes les box, et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.